Tu vois, ça c'est du réflexe, mon pote. Hop là. Il est bon en crypto et il est bon pour rattraper des BD qui lui tombent sur la face. Tu peux faire ça, toi? Non, je ne pense pas. Système lambda, c'est juste pour ne pas avoir du soleil dans la gueule. Voilà. Voilà quand on en est réduit en été quand il fait trop chaud. Bon, logiquement, mon système tient, je ne risque plus de me prendre de livres dans la tronche, j'espère. On va pouvoir commencer cette vidéo, et cette vidéo, qu'est-ce que ça sera? Ça sera la continuité du tuto 1, donc comment investir son argent dans les crypto-monnaies. Dans le tuto 1, on avait vu comment transférer de sa banque vers une plateforme d'échange centralisée. Je vous avais parlé des plateformes que moi j'utilise, et dans cette vidéo, je vais vous dire comment transférer des cryptos entre différentes plateformes d'échange centralisées et comment utiliser un portefeuille en ligne, donc un wallet. Mais avant ça, petit tour sur l'actualité des cryptos. Let's go! Je trouve que c'est sympathique de faire un petit point sur l'actualité des cryptos. Ça bouge pas de ouf en ce moment. Donc le Bitcoin évolue à 23 923 $ aujourd'hui, le 10 août 2022. Attention à ne pas faire FOMO, je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, mais je vous le redis aussi dans cette vidéo. Pour moi, on reste encore en configuration baissière parce qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. Il y a beaucoup d'inflation encore, il y a toujours la guerre Ukraine contre Russie. Il n'y a pas de revirement, je trouve, de situation qui permettrait de repartir sur un marché haussier. J'ai pas envie de m'arrêter ici dans l'actualité des cryptos, j'ai envie d'essayer de faire un petit point par rapport à quelque chose que peut-être que vous ne connaissez pas ou que vous n'utilisez pas. J'ai envie de vous parler du RSI. Donc le RSI, qu'est-ce que c'est? C'est le Relative Strength Index. Et c'est un index en fait qui va vous permettre de mesurer les mouvements sur un marché. Donc ça peut être le marché des cryptos, ça peut être un marché financier. Et donc, grosso modo, si vous avez envie d'acheter un actif, cet index va vous indiquer si l'actif que vous souhaitez acheter ou vendre est dans une zone de surachat ou dans une zone de survente. Donc, je vous mets un petit schéma. Grosso modo, c'est une courbe. Le RSI, c'est une courbe qui va évoluer entre 0 et 100. D'accord? La zone de surachat est comprise entre le palier 70 et 100. La zone de survente est, elle, comprise entre 30 et 0. Et il y a une zone un peu de neutralité où on ne sait pas trop si on va aller vers une zone de surachat ou de survente qui est comprise entre 40 et 60. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as acheté un actif et qu'on se trouve dans une zone de surachat, il est temps pour toi de le revendre. Si tu veux le revendre, à part si tu veux le garder plus longtemps parce que tu veux faire plus de bénéfices et tu penses qu'il peut monter plus haut, mais logiquement, tu vends dans une zone de surachat, quand la valeur de l'actif est surévaluée, parce que tout le monde l'achète. Et donc la valeur de l'actif augmente. Je te refais pas un petit cours d'économie entre l'offre et la demande. Tu connais ça. Et si on est dans une zone de survente, donc entre 30 et 0, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas vendre. Si tu l'as acheté, ton actif, tu sais qu'il est sous-évalué par rapport à sa valeur nominale. Et donc tu sais que sa valeur va réaugmenter, au moins à sa valeur nominale. Et peut-être que s'il y a un engouement autour de cet actif, il sera suracheté. Et donc là, il sera surévalué. Tu pourras faire plus de bénéfices en le vendant dans la zone de surachat. Donc, quand on est dans une zone de survente et que ton RSI évolue entre 30 et 0, donc peut-être à 35, 32, tu peux te dire que tu es dans une zone de survente et c'est à ce moment-là qu'il faut en général acheter ton actif. Et lorsque ton actif est dans une zone de 70, 68, 80, 85, tu es dans une zone de surachat et c'est à ce moment-là qu'on conseille de vendre ton actif. Voilà. Alors le RSI en général, il est plus précis, il donne un meilleur point de vue sur les mouvements lorsqu'il est pris sur 14 jours. Ça sert à rien de regarder un RSI sur 24 heures quotidiennement. Il faut mieux se baser sur une période de 14 jours pour que ça soit plus précis. Voilà. Pourquoi je vous ai parlé du RSI? Parce que je suis tombé sur un petit graphique qui représente le RSI du Bitcoin en année de 2010 à 2022. Donc je vous montre ça. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a des années où on est vraiment en zone de surachat et des années
où on est en survente. Et parfois, ça dure pas mal de temps, la zone de survente. Et j'ai envie de vous montrer la corrélation qu'il y a entre le RSI et le cours élevé d'un actif. Donc là, en l'occurrence, je prends le Bitcoin. J'ai envie de vous montrer l'année 2017 du Bitcoin. Parce qu'avant, le Bitcoin, quand il était en train de performer, il était en surachat. Parfois, le Bitcoin il était en surachat à 200 $, 300 $, 500 $. C'était vraiment à ses débuts. À ses débuts, il valait vraiment rien le Bitcoin. Et à partir de 2017, je trouve qu'il prend pas mal de valeur. Je vous montre tout de suite son cours, qu'on voit ici. Donc, par exemple, si je prends le début de l'année 2017 à peu près, en janvier, donc début, là j'ai pris 6 janvier 2017, il est à 909 $ le Bitcoin. Et vous voyez que petit à petit, tac, 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 jusqu'à fin 2017, donc 15 décembre 2017, il atteindra les 19 650 $, avant de replonger petit à petit et de subir une longue descente. Donc vous voyez que quand même l'année 2017, du début jusqu'à la fin, il a performé, il a que fait d'augmenter. Et si on se base par rapport à son RSI de cette année, donc de l'année 2017, en janvier 2017, il était déjà en zone de surachat. Il était déjà en zone de surachat. Et il a que fait de continuer et d'augmenter en zone de surachat, passant de 76,88 à son maximum en décembre 2017 à 96,56 avant de connaître une longue chute pour redescendre dans une zone de survente. Le RSI, en général, il précède les mouvements de votre actif. Souvent, il y aura une divergence. Par exemple, en 2017, en décembre 2017, sûrement que le RSI devait diverger de la tendance du cours du Bitcoin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'il va y avoir une grosse fracture qui va s'opérer, le cours de l'actif continue d'augmenter, mais le RSI va dans le sens inverse. Et souvent, cette configuration est révélatrice d'une tendance qui va fortement et brutalement s'inverser. Donc tout ça pour vous montrer qu'il y a quand même une corrélation entre le cours d'un actif et le RSI. Quand le RSI ne fait que d'augmenter, souvent le cours de la crypto augmente elle aussi. Et vous pourrez regarder si ça vous intéresse pour l'année 2020-2021 et le cours aussi du Bitcoin pour l'année 2020-2021. Je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est intéressant de savoir interpréter un RSI. Ça peut toujours aider, même si c'est peut-être plus utilisé dans un investissement de type trading, mais ça vous donnera quand même un aperçu des mouvements à l'achat ou à la vente qui sont en train de s'opérer sur le marché. Voilà. Fin de la petite parenthèse sur l'actualité des cryptos et l'explication du RSI. J'espère que vous aurez appris un tout petit truc au moins. On passe maintenant à la vidéo, donc au thème principal. Let's go! Ok, du coup, c'est reparti. Et là, on passe au thème principal de cette vidéo qui est le transfert entre plusieurs plateformes d'échange centralisées de crypto. On va pas parler des DEX, donc des plateformes décentralisées d'échange de crypto-monnaies, parce que pour envoyer sur un DEX, il faudra que vous passiez par un portefeuille en ligne, donc un wallet, dont je vais aussi vous parler de comment on l'utilise. Mais en vrai, je me suis dit qu'avec l'intro là que je viens de faire à l'actualité avec le RSI, je pense que je vous en parlerai plutôt dans la prochaine vidéo de l'utilisation d'un portefeuille en ligne, et peut-être si j'ai le temps de comment envoyer sur une plateforme d'échange décentralisée. Bon, je me suis mis au même niveau qu'une personne qui vient de recevoir son dépôt bancaire sur Kraken, ok. Ceux qui sont déjà sur Binance, bon, ça sera quasiment la même chose, ok. De toute façon, je vais vous montrer, c'est exactement la même chose. Mais comme à la précédente vidéo, j'avais montré comment réaliser un dépôt bancaire sur Kraken, et j'ai fait sur Kraken. Mais bon, c'est la même chose sur les deux plateformes, même sur KuCoin. Mais je vous avais dit que sur KuCoin, il y avait beaucoup de frais, donc utilisez plutôt Kraken ou Binance pour vos dépôts bancaires. Bref, donc on est là. J'ai transféré 100 € pour cet exemple. La première chose que vous allez faire, ça va être d'acheter la crypto que vous souhaitez envoyer ou alors la crypto que vous souhaitez avoir directement. Donc, moi j'ai mes 100 € ici, j'avais déjà un petit peu de crypto, j'avais quelques Solana. Si la crypto que vous voulez, elle est directement sur Kraken, en vrai, vous n'avez pas forcément besoin d'envoyer des cryptos vers une autre plateforme d'échange centralisée. Donc pour acheter, vous regardez si ici, dans tout ça, vous pouvez faire votre recherche là, il y a la crypto qui vous intéresse. Si elle vous intéresse, autant l'acheter directement. Mais
Moi, je vais faire comme si là, on partait pour acheter une crypto qui n'est pas sur cette plateforme. Et donc, je souhaite envoyer une crypto sur une autre plateforme pour l'acheter. Dans un premier temps, ce que je vais vous montrer, c'est les frais lorsqu'on envoie une crypto vers une autre plateforme, parce qu'il y a des frais de transaction d'envoi. Alors, sur Binance, quand vous voulez réaliser un dépôt ou un retrait de crypto-monnaie, vous allez dans le portefeuille spot, dépôt et retrait. Et ensuite, vous allez sélectionner la crypto que vous voulez déposer, donc en l'occurrence du Bitcoin, dépôt. Et on arrive ici. Voilà, où là, vous pouvez choisir toutes les crypto-monnaies et voir les réseaux sur lesquels on peut les déposer. Imaginons que vous vouliez envoyer de l'USDT vers Binance, ok? Donc vous êtes ici, vous faites effectuer un retrait, d'accord? Et donc là, vous effectuez un retrait, pas un dépôt, un retrait. Vous devez choisir le réseau que vous utilisez pour envoyer justement ces USDT. Donc là, vous avez en l'occurrence le choix de deux réseaux, soit le Tether USD, donc TRC20, soit le Tether USD ERC20. Et donc là, vous vous demandez à quel réseau je choisis pour l'envoyer. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut que vous alliez sur l'autre plateforme, la plateforme où vous voulez faire un dépôt. Donc en l'occurrence, là, je vais sur Binance, que vous sélectionnez la monnaie que vous vouliez recevoir, et que ici, justement, dépôt vers le réseau, et vous regardez les réseaux qui sont disponibles. Donc là, vous voyez qu'il propose la BSC, donc la Binance Smart Change, la VAX, BNB, l'Ethereum, ERC20, Matic, Polygon, Solana, etc. Tron. Bon. Et vous regardez lequel des réseaux il y a sur l'autre. Donc là, on a le TRC20, le RC20, et en l'occurrence, ici, on a le RC20, mais on a aussi le TRC20. Donc c'est cool, on a les deux. Donc vous choisissez celui que vous voulez. Mais attention, celui que vous choisissez, vous devez bien le mettre sur les deux. Donc imaginons que là, je choisisse le Tron TRC20. Ici, on m'affiche une adresse. Et cette adresse, je vais la copier-coller. Et ici, je choisis du coup TRC20. Et je la copie-colle ici. Donc, lorsque vous mettez une nouvelle adresse, il faudra la confirmer sur votre adresse mail, d'accord? Pour que, je sais pas, il faut la confirmer pour qu'elle soit valide. Et ensuite, vous pourrez mettre le montant que vous souhaitez retirer. Attention, ici, on voit qu'il y a le retrait minimum, qui est de 5 USDT, et les frais de retrait. Bon. Les frais de retrait pour l'USDT, en tout cas sur le réseau TRC20, sont de 2,5 USDT, ce qui correspond à peu près à 2,5 euros, étant donné qu'il y a la parité dollar-euro en ce moment, quasiment. Mais vous voyez, si j'avais choisi le RC20, déjà, les frais ils sont un peu différents, ils augmentent 3,5 euros. Bon. Si je choisis par exemple l'Ethereum, l'Ethereum ne me propose pas d'autre réseau que le réseau ERC20. Vous voyez, ici, je ne peux pas sélectionner un autre réseau. Et donc, je suis obligé d'avoir ici, si je choisis Ethereum, le réseau ERC20. Bon, c'est rare qu'il n'y soit pas. Hop là, il y a le réseau ERC20, donc je copie cette adresse, tac, et je la mets ici. Adresse, tac, là j'en ai deux. Donc là, vous la mettez, ça dépend de la plateforme, et vous mettez le montant que vous souhaitez retirer. Ici, il y a des frais de retrait, donc, juste par curiosité, j'ai regardé, et 0,0035 ETH, donc c'est bien ça, ça équivaut à 6,35 euros. Donc vous voyez, c'est plus cher que les précédents frais de retrait qu'on avait vus avec l'USDT. Et donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'essayer de trouver les cryptos qui ont les frais de retrait les moins élevés. Bon, vous me direz déjà 5-6 euros, c'est pas énorme, mais quand même, avec beaucoup de transactions, on peut vite monter à des 50, 60, 70 euros. Donc attention, moi ce que j'aime bien faire, c'est des retraits en Tron. Parce que le Tron, frais de retrait est de 1 Tron. Et si je vous montre ici, 1 Tron est égal à 0,067 euros. Donc c'est que dalle. Donc je vais effectuer un retrait en Bitcoin pour vous montrer, enfin je veux dire un virement de Bitcoin de Kraken vers Binance. Étant donné que je n'en ai jamais fait, je dois ajouter une adresse pour Bitcoin. Donc là, il me propose deux protocoles. Je choisis le protocole standard. Je ne sais pas s'ils acceptent la BSC Smart Chain. Parce que la BSC Smart Chain, d'expérience, je sais que les frais de transaction sont vraiment minimes. Donc je vais essayer de la copier-coller. Peut-être qu'ils n'accepteront pas, ils voudront que la BTC, donc le réseau Bitcoin. Mais je vais quand même essayer avec la Binance Smart Chain. Donc je colle l'adresse une fois ici et je refais un copier-coller ici. Là, ils me disent que l'adresse Bitcoin renseignée est invalide. Du coup, peut-être qu'ils n'acceptent pas le réseau BSC Smart Chain. Donc on va essayer avec le réseau Bitcoin. Et ça, c'est quasiment sûr à 200% qu'ils l'acceptent. Du coup, je copie-colle l'adresse du réseau Bitcoin et hop là. Là, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Tu dois confirmer ta nouvelle adresse sur ton email. Donc il y a un lien qui t'est envoyé et tu dois confirmer. Ensuite, une fois que tu l'as confirmé, tu atterris sur cette page. Donc là, par curiosité, j'ai envie de regarder combien me coûtent en euros les frais, donc 0,00001 Bitcoin. Et ça me coûte 0,23 euros. Donc c'est pas grand-chose. Alors, on va maintenant, du coup, acheter des Bitcoins, enfin convertir nos euros en Bitcoin. Donc, convertir. Et là, on a de disponible nos 100 euros.
J'ai pas vu c'était quoi le montant minimum. Je vais pas mettre mes 100 euros. Je vais mettre 10 euros, non 15 euros, pour être sûr que le montant minimum soit accepté. Et pas en Solana, en Bitcoin. Tac. Voilà. Et donc là, vous faites vérifier, vous allez voir qu'il y a quand même des frais. Donc les frais inclus, pour une petite somme, c'est que 0,22 euros, mais si je mets une plus grosse somme, vous voyez, ça augmente. Et donc les frais que vous payez sont un peu proportionnels à la somme que vous mettez. Donc si vous mettez des 2000 euros de conversion, 3000, 4000, vous payez à un moment donné pas mal de frais. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément se tromper sur la conversion, parce que ça fait un peu des frais inutiles. Donc là, j'avais dit que je mettais 15 euros en Bitcoin, et vous faites confirmer. Hop là. Et là, vous avez vos Bitcoins. Donc on va pouvoir s'envoyer les 14,88 euros qui nous restent vers Binance. Donc Bitcoin, vous allez sur la monnaie que vous avez mis, enfin que vous venez de convertir, effectuer un retrait. On a déjà rentré l'adresse juste avant. On peut confirmer en regardant les premiers chiffres, donc 1PR et les derniers chiffres, KNB. Donc KNB 1PR, ok. On va mettre 100% de ce qu'on vient de faire et on les retire. Retirer, tac. Retrait envoyé avec succès. Donc ici, vous voyez la transaction qui est en train de se mettre en place avec le statut initié. Bon, ça a mis un petit peu de temps là, je pourrais pas vous dire exactement, je pense que ça a mis à peu près 25 minutes, mais voilà, le statut est sur succès, donc ça a bien été envoyé normalement à l'adresse qu'on avait mis, donc celle-ci, sur Binance. Et sur Binance, on peut voir que j'ai bien reçu la somme de 14,58 €, donc étant donné qu'il y a eu 20 centimes à peu près qui ont été prélevés entre-temps, frais de transaction. Bon, voilà. Donc là, vous avez réussi à envoyer votre crypto d'une plateforme centralisée vers une autre plateforme centralisée. Et si on prend un exemple concret, par exemple, donc ici, vous voyez que j'ai du DAR. C'est un jeton qui correspond à un jeu vidéo qui s'appelle Mine of Dalarnia. Et ça, c'est l'exemple concret de pourquoi envoyer, par exemple, de Kraken sa crypto pour acheter une autre crypto qu'on n'a pas sur Kraken. Parce que sur Kraken, on ne l'a pas, cette crypto. Si vous allez dans acheter une crypto et que vous recherchez le DAR, il n'y est pas. Donc vous êtes obligé, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais si vous voulez acheter le jeton Mine of Dalarnia, vous êtes obligé d'envoyer, en tout cas, de passer de Kraken vers une autre plateforme d'échange centralisée. Et si vous voulez en acheter, par exemple, je fais vraiment le cas concret, on veut acheter du DAR. Mais une fois que vous avez reçu vos bitcoins ici, vous faites convertir, et parfois c'est possible de directement faire la conversion entre la monnaie que vous avez et une autre monnaie, par exemple DAR. Là, en l'occurrence, c'est possible. Donc si vous mettez le maximum, aperçu de la conversion, et vous voyez directement combien vous aurez de DAR pour le nombre de bitcoins que je me suis transféré. Si vous êtes intéressé par les cryptos de niche qui n'ont pas de gros market cap, il est peu probable que vous les trouviez sur Binance, Kraken ou même KuCoin. Il faudra pour ça aller sur des plateformes d'échange décentralisées qu'on verra dans une prochaine vidéo. Avant de terminer cette vidéo, je vous rappelle que lorsque vous réalisez un transfert de crypto d'une plateforme centralisée vers une autre plateforme centralisée, il faut bien s'assurer que la plateforme qui reçoit le dépôt a bien le même réseau que la plateforme de laquelle vous envoyez la crypto. D'accord ? C'est très très important de faire attention au réseau qu'on sélectionne. Parfois, la plateforme, elle vous dira que le réseau sélectionné ne correspond pas, mais parfois il n'y aura pas de message d'erreur. C'est-à-dire que si vous vous plantez, vous vous plantez. Et donc, si le réseau sur lequel vous envoyez la crypto n'est pas le bon réseau, vous perdrez à jamais l'envoi de crypto que vous venez de faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans le prochain tuto d'utilisation du portefeuille en ligne ainsi que peut-être une petite vision sur les plateformes d'échange décentralisées. Ciao.